Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui a osé écouter son life call, son appel intérieur, qu'il a honoré, incarné et transformé en chemin de vie. À travers cette série d'interviews, mon intention est de vous montrer qu'il n'existe pas une seule manière de répondre à cet appel, mais qu'il y a toujours, au cœur du parcours, une même vérité, celle d'une âme qui se rappelle qui elle est et ose enfin se déployer. Je suis ravie de t'accueillir, Marie. Et voilà, le monde entier, en fait, te connaît au travers de ce nouveau visage que tu offres à la philosophie. Et j'ai envie, néanmoins, de te poser une première question. Qui es-tu aujourd'hui dans ta vérité du moment? J'aime bien que tu précises, Christine, merci pour cette introduction. J'aime bien que tu précises qui es-tu aujourd'hui, parce que sinon, il est toujours délicat de répondre à cette question. Je crois que ma vérité du moment, mais qui, cela dit, est une vérité tout de même, un vrai fil conducteur dans mon existence, c'est que je suis une transmetteuse. Ouais. Voilà, le cœur de ma vie, et on va peut-être l'évoquer, il s'agit de transmettre. Mhm. Alors, sous différentes formes, hein, que ce soit transmettre en écrivant des livres, transmettre en écrivant un post tous les jours sur Instagram, transmettre dans une conférence en entreprise, transmettre en créant des écoles, transmettre dans une salle de classe. Euh, c'est vraiment le socle de tout. Et même transmettre dans la discussion, Mhm. même dans l'intimité. Il y a vraiment cette obsession, mais qui est aussi de l'ordre d'un appel de oh là là, il faut absolument que je transmette ce que je sais. Ouais, et justement, j'entends, hein, tu vois, que cette transmission, ça t'anime, mais ça t'anime dans le corps, ça t'anime, Ouais. tu vas vraiment au plus profond de toi. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où justement cet appel a jailli? Et qu'est-ce qui l'a justement permis? Tu vois, qu'est-ce qui a permis justement que cet appel t'amène là où tu en es aujourd'hui? C'est intéressant parce que quand je dis c'est un fil conducteur, ça l'est vraiment, mais je vois à peu près à quand remonte, si genèse il y a, mais j'ai quand même la sensation qu'il y en a une. C'est vraiment dans l'enfance. Je dirais vers les classes de primaire, plutôt CE2. Je commençais à avoir, non pas que les années précédentes, c'était pas le cas, mais tu sais, c'est un peu le moment où l'enfant, tout d'un coup, a une espèce de découverte du monde. Mhm. Et j'ai le souvenir intact d'avoir eu un professeur en CE2 qui s'appelait Monsieur Béguet, dont j'aimais beaucoup les apprentissages. Mhm. Et j'étais assez, j'avais l'impression, cette impression vraiment qui nous donnait quelque chose, Hmm, l'impression d'être nourri. hmm, Et je me souviens que quand je rentrais à la maison, et je dînais avec mes parents et mon frère le soir. J'ai un frère qui a 11 ans de plus que moi, donc je dînais en fait avec trois adultes, enfin, ce qui pour moi était quasiment, oui, étaient des adultes. J'avais cette envie, je reprenais mes cahiers et je racontais tout ce que j'avais appris. Et hmm. c'est vraiment à ce moment-là, non seulement que j'ai formulé pour la première fois que je voulais devenir prof, et c'est ce que j'ai mis sur toutes mes fiches, jusqu'à, tu sais, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, prof de je sais pas quoi, mais prof. Ouais, Ça, c'est certain. J'ai ouais. changé de discipline, mais toujours prof. Donc, il y a vraiment eu cet appel. Mais ce qui l'a rendu possible, c'est non seulement ce fameux Monsieur Béguet, parce qu'il m'a nourri, en fait. Il a su, à ce moment de ma vie, toucher à, voilà, remplir un espace. Donc, il y a cette rencontre. Et il y a aussi l'écoute de mes parents et mon frère. Ils auraient pu tout à fait me dire, attends, j'en ai rien à faire. Et j'ai eu la chance d'avoir un espace de réception qui a été favorable. Donc voilà, la transmission, elle s'inscrit aussi dans ce qu'on reçoit, ce qu'on donne, la manière dont c'est pris. Ouais. Et aussi, effectivement, déjà, alors que j'étais jeune, cette formulation que j'ai osé, Hmm, hmm. vraiment, j'ai osé lui faire de la place. Ouais, c'est ça. Moi qui suis quelqu'un qui pourtant peut vraiment être beaucoup, beaucoup dans le doute, dans le questionnement et dès l'enfance dans l'angoisse, hein, c'est Hmm, pas là, non, quoi.
Ouais, ouais. Quand Et tu j'étais certaine de devenir prof, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que Certaine. je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le code caché de notre destin de James Hillman. Et tu mentionnes que cet appel, il a pris, tu vois, sa source aussi dans ses années de primaire. C'est Ouais, là où, dans nos rêves d'enfant, dans nos convictions, dans ce je sais, c'est à cet âge-là qu'on peut se dire c'est fou. je sais. Ouais, bah voilà. Et derrière ce je sais, c'est justement ce qui fait écho à ce que j'appelle effectivement nos life calls. Et même dans les rêves, tu vois, dans ces Ouais. rêves d'enfants qui portent la graine de ce qu'on va laisser ou non, d'ailleurs, émerger plus tard. Et je te cite dans ton dernier livre, qui est un miracle du réconfort, hein, l'audace de croire en soi Ouais. en dépit des tempêtes, est une manière de construire un refuge émotionnel. L'enjeu n'est pas la réussite, mais l'audace de Mm. continuer à avancer. C'est cette audace aussi qui t'anime et qui t'a permis justement de dépasser ces angoisses ou ces petits Mm. ces peurs en fait, hein. C'est totalement ça. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, c'est amusant parce que je réfléchissais à ça cet après-midi. On entend souvent, de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps, qu'il faut optimiser. Il faut optimiser sa santé, il faut optimiser son temps, il faut optimiser le rangement de son appart. Et souvent, c'est un élan louable d'optimiser, puisque c'est essayer de maximiser, d'avoir moins d'efforts et de maximiser effectivement les choses, la production, la réussite. Cependant, je crois que dans nos existences, il ne s'agit pas d'optimiser, il s'agit vraiment de, de comment dire, d'être au plus juste avec ce qui vraiment compte pour nous. Hmm. Et c'est pas forcément optimisé, moi, et c'est pour ça que je l'évoque, parce que ça peut paraître une phrase un peu pompeuse de dire au plus juste que ce qui compte pour nous, mais c'est quand j'évoque la transmission, que ce soit de ce moment de CE2 où je racontais mes cours à mes parents, à quelques années plus tard, je donnais des cours particuliers, Hmm. quelques années plus tard, j'ai été prof j'animais des stages pour un truc Hmm. genre Academia, super prof. Quelques années plus tard, j'étais prof à la fac. Hmm. Quelques années plus tard, je donnais des conférences. En fait, à chaque fois, les circonstances n'étaient pas toujours simples, ni financièrement, ni... évidemment que j'avais des peurs. Évidemment que la première fois que j'ai donné un cours en amphi, bien sûr que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? Évidemment que quand tu es en entreprise, tu te dis, ah, le client, il a une attente, etc. Donc, bien sûr que il y avait des choses confrontantes, mais je savais que j'étais à ma juste place. Ah, C'est vraiment ce truc particulier. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai jamais pensé, et je le dis en toute sincérité, je l'ai jamais pensé en plan vraiment de carrière, en il faut que j'aille à tel endroit, il faut que j'aille à tel endroit. Je me suis juste dit, ben là, ok, en fait, il y a des trucs inconfortables, mais au moment où je transmets, au moment où je commence à ouvrir la bouche pour hmm. transmettre ce que j'ai à transmettre, non mais là, en fait, il n'y a aucun problème. Et je peux dérouler des heures entières Hmm. quel que soit le contexte. Hmm. Donc c'est vraiment cette recherche de justesse. Et j'oppose pas une optimisation sans doute louable avec ce jaillissement. Mais parfois, ce que je veux dire, c'est que ça peut être plus confus en fait. Hmm. Juste se tenir à cette justesse. Et les circonstances parfois sont confuses, désarçonnantes. Enfin, on ne sait pas toujours ce qu'on fait là, mais est-ce qu'on est à la juste place, oui ou non? Ouais, c'est ça. Et justement, quand tu dis ben, le contexte, il peut être chaotique. Qu'est-ce qui, toi, te permet de rester à l'écoute? Et l'écoute, hein, c'est quelque chose qui est important pour toi, hein, Mm. d'être à l'écoute. Et on le sent dans des ateliers que tu transmets, mais il y a énormément d'écoute aussi, hein, de ce que voilà, la transmission va provoquer chez l'autre. Qu'est-ce qui te permet, en fait, de rester dans cette écoute de ton appel, dans tout ce bruit du monde autour? Je vais être encore obsessionnelle. La gestion de mon temps. En fait, vraiment, ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression de radoter. En fait, pour être à l'écoute, pour se rendre disponible, il Mm. faut que l'espace de disponibilité soit juste pour nous.
On peut pas écouter son mec, son enfant, son Mm. client, ses élèves ou n'importe quel interlocuteur si soi-même on est en train de penser à d'autres choses, si on a la frustration de se dire attends, je voulais trop boire mon café, faire mon cours de sport, lire ou tel livre. En fait, si on se sent écartelé, Ouais. si on sent qu'on nous a préempté notre temps, Mm. eh ben il se passe toujours ce phénomène étrange que l'autre n'y est absolument pour rien, mais on lui en veut parce que du coup, on est obligé de lui donner du temps alors qu'on n'est pas disponible pour lui. Et c'est absolument terrible. Donc il y a vraiment, je crois, et j'y crois fermement, et encore une fois, que ce soit dans l'intimité ou dans le monde professionnel, pour s'écouter et écouter l'autre, Mm. je crois que le premier pilier est comment j'organise mon temps. Et ce n'est pas du tout une question ni superficielle, ni élitiste, ni réservée. Non, en fait, c'est un enjeu presque politique, métaphysique et politique. Que Complètement. faisons-nous de notre temps? Je donne un exemple. Hier, quelqu'un, pour une conférence que je prépare, me demande de donner une bio et un petit descriptif de la conférence. Et me dit, oui, bah non, non, c'est pas pressé, juste pour demain, en riant. Mm. En riant, alors qu'en fait la demande était une injonction. Et en fait, je lui ai dit avec beaucoup de calme et beaucoup de douceur, parce que il s'agit pas du tout de se fâcher, mais c'est ça, je lutte exactement Mm. sur ça. Mm. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous éduquions les uns les autres. Est-ce que là, c'est bon pour toi? Est-ce que là, tu es disponible pour ça? Mm. Je pense souvent, je sais pas, aux jeunes mamans qu'on vient voir alors qu'elles ont un bébé d'une semaine. Et bien sûr que c'est gentil de venir les voir, mais on vient les voir alors qu'elles ont envie de se laver les cheveux, alors qu'elles ont envie de dormir, alors qu'elles ont envie juste d'être dans le silence de leur appart ou juste de regarder leur bébé. Je pense aux gens qui croulent parce que c'est une semaine de grosses charrettes avec un boulot à rendre. Et en fait, je trouve que respecter le temps de quelqu'un, est un enjeu dans nos vies fondamentales parce que respecter le temps de quelqu'un, c'est respecter ce qu'il est et ce qu'il va pouvoir nous donner. C'est ça l'inverse. C'est Mm. pas un truc de me-time individualiste, genre j'en ai rien à foutre des autres, pas du tout. Au contraire, moi j'ai envie quand je suis face à un individu d'être pleinement avec lui, vraiment, c'est-à-dire pleinement ensemble, parce qu'il n'y a relation que s'il y a la possibilité d'explorer ce temps en commun. C'est ça. Et quand tu parles du temps, bah effectivement, tu sais que voilà, j'adore l'astrologie aussi Mm. que je transmets. Et il y a deux notions, en fait. Bah oui. Le thème astral, c'est notre champ de pure potentialité, qui est défini par quoi? Par le temps, le champ de naissance et l'espace. Ah oui. C'est ce qui, Ça me parle, voilà, Christine, ça me parle. bah, c'est ce qui, quelque part, régit nos vies. Et dans cet espace, effectivement, tu parles d'écoute, tu parles de présence aussi, moi j'entends, hein, cet espace, ce temps de la présence. Quand tu te connectes, justement, quand tu te donnes le temps, ce temps à toi et personne d'autre, de te connecter à ce qui te traverse, à quoi aujourd'hui tu as envie de dire oui et à quoi tu as envie de dire non. En fait, fondamentalement, je crois que j'ai envie de dire oui à continuer en fait cette exploration dont je Mm. parle depuis le début. C'est-à-dire que c'est amusant parce que c'est l'année de mes 40 ans. Mm. Ça fait 10 ans que je crée des écoles. C'est cyclique la vie. Ça fait presque 10 ans que je suis avec mon compagnon. Euh, Ça fait 10 ans que je vis en dehors de Paris alors que je suis parisienne, hein. Et tout d'un coup, je sens que ben il faut que je continue à explorer et pas de me figer par quand on commence à construire des choses, il y a le paradoxe en fait où on a une petite tendance à moins entendre ces live calls parce qu'on se dit Mm. ah ben j'ai déjà construit tout ça. Donc j'ai trop le flip de remettre en question les choses. Mm. Et ben je crois qu'au contraire, faut continuer à explorer. Et là, tu vois, on parlait d'espace et temps, ben là je sais qu'il faut que je revienne à Paris. Vraiment. Je le sais. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de logistique. Ah. Vraiment pas. C'est Mm. je sens que là, moi qui ai été très nomade, qui peut vivre absolument partout, bah là, pour une raison que j'ai du mal à définir,
Mm. Je sens qu'il faut que je sois à l'endroit où je suis née. Est-ce que c'est justement ce sentiment que tu as de revenir à la maison pour Ouais, justement aussi avoir l'audace d'accepter l'aventure, hein, qui est aussi, voilà, qui sont aussi tes mots, hein, de ton tout à livre fait. Le miracle du réconfort, c'est ça, en fait? Ouais, exactement. Je pense que il faut pas confondre l'aventure et la perte de repères. Et justement, je crois qu'on devient aventureux parce qu'on a des repères solides. Et que moi, mes repères solides, c'est vraiment, bah voilà, ma famille, mes équipes, et là, étrangement, hein, et je ne saurais pas. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu parles de life call, c'est vraiment ce truc qu'on a du mal à définir parce que moi, je suis mal nulle part. Je suis vraiment une vraie voyageuse dans le corps, quoi. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il faut que je revienne à Paris. Ouais, ouais, Il faut que je retrouve ce repère-là. ouais. Et ce que j'entends, en tout cas, c'est que bah, tu as, cette conscience aussi qui se niche dans le corps, de ce qui fait le corps, de cet appel, hein, de tes live calls. Et tu réponds oui, parce que on peut avoir des live calls, mais pas laisser l'espace, pas se donner le temps, justement, de dire oui à cet appel. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en fait, tu vois, d'avoir peur de ce que tu sentais en toi? Parce que c'était trop vaste, parce que c'était peut-être trop intense, parce que ça semblait trop grand. Et qu'est-ce que tu as mobilisé en toi, dans le corps, pour dire un grand oui? Et pas que à la grande librairie. Alors, moi, l'avantage, Christine, c'est que je somatise tellement qu'assez vite, je peux être extrêmement malade quand je ne dis pas oui. Donc, donc l'avantage, c'est qu'assez vite, je suis obligée de répondre oui parce que vraiment, je me souviens d'avoir fait des malaises vagales, des Ouais. kystes. Enfin, Ouais. moi, très vite, ça se traduit. C'est quand même l'avantage de ce profil un peu atypique que j'ai, c'est qu'immédiatement, c'est très, très, très physique. Je me souviens vraiment de moments de ma vie où, un jour, je me suis fait un kyste au poignet. Je ne pouvais plus taper Ah ouais. l'ordinateur. Donc évidemment, je me suis rendu compte qu'il était quand même temps de changer d'espace. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais, ouais. Auquel cas, j'aurais peut-être plus eu de main. Donc, donc ce grand oui, il est vraiment dans le corps qui l'impose et ça, c'est une chance. Après, ce grand oui, je crois qu'il vient aussi, mais tu vois, c'est ce qu'on évoque depuis le début de notre échange. Moi, j'ai eu une chance inouïe je le mesure en échangeant avec des personnes, c'est que moi, j'ai pas eu de chemin tracé du tout. Mais vraiment, j'en ai pas. C'est-à-dire que j'avais pas des parents qui nous ont poussé, mon frère et moi, à faire certains types d'études plutôt que d'autres. J'ai fait des études de philo où à aucun moment on ne parle d'une quelconque perspective de carrière. Ouais. Non, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on parle juste de la rencontre avec des auteurs, des disciplines, des systèmes de pensée, mais enfin, il y a très peu d'objectifs derrière. J'ai toujours eu besoin de gagner ma vie parce que mes parents n'avaient pas d'argent, je viens pas d'une famille où il y avait ce filet de sécurité, donc de toute façon j'allais faire des choses, Bien sûr. voilà, plein de métiers différents, plein de petits boulots, etc. Donc en fait, l'exploration s'est toujours un peu imposée et j'ai eu la chance de me rendre compte que en fait il y avait et ça paraît il y avait toujours quelque chose derrière en fait à nous offrir. Et il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on peut difficilement deviner. Donc j'ai gardé cette grande leçon-là. Donc encore une fois, malgré ça ne m'empêche pas du tout, et là ça a l'air fluide comme ça m'empêche pas du tout de me dire oh là là, comment je vais faire? Oh là là, j'ai peur. Oh là là, mais si ça rate? Oh là là là. Mais de toute façon, ça s'impose. C'est ça. Et physiquement, parce que mon corps ne peut pas faire autrement, et dans ma vie, parce que pragmatiquement, voilà, c'est là. Je ne sais même pas, je dis transmetteuse parce que je ne sais même pas définir ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Donc, bon. Ouais. Mais tu vois, quand on le sent, hein, on sent Mm, qu'il y a tu vois, qu'il y a cette énergie, mm, qu'il y a cet élan qui prend sa source profondément, bah, tu vois, dans ce qui, voilà, dans ce qui est venu, dans ce qui est jailli, tu vois, aussi loin que tu te souviennes, en primaire. Et tu vois, quand on écoute, quand on se laisse traverser, en fait, par cet endroit-là, on peut avoir le sentiment, parce que, en fait, on avance pas à pas, on répond à cet appel qui a pas forcément de ligne toute tracée, mais quand mm.
voilà, quand on fait le petit pas de côté et de l'extérieur et avec mon regard sur, voilà, sur ton chemin, moi je vois qu'il y a une grande trame, en fait. Et cette grande trame, elle est, elle l'est, en fait, elle l'est. Et tu vois, moi j'ai toujours, on rentre dans une ère qui est vibratoire, cette ère du Verseau, et les fréquences auxquelles on se connecte, elles portent aussi la manifestation de ce qu'on veut créer. Mm. Et toi, tu te connectes, en fait, aussi au quotidien, quand on voit la richesse de tes récits, tu vois, et de tes transmissions. C'est nourri, justement, ben, voilà, de ces magnifiques, en fait, figures aussi d'inspiration qui te connectent, en fait, sur une trame des lumières, en fait, tu vois. Et oui, c'est cette trame-là, tu vois. Toi, tu vas pas chercher, en fait, à être, tu vois, dans cette lumière, mais c'est, en fait, la fréquence de la matière que tu malaxes, qui est tellement lumineuse. Mm. Ah, totalement, bien sûr. Et tu vois, j'ai envie de te poser une question aussi par rapport à la transmission. Tu vois, si tu regardais ton parcours depuis le futur, en fait, hein, on est Marie-Robert à 90 ans. Sophie, c'est Cool. le micro. Qu'aimerais-tu que ton live call, que ton appel de la transmission est semé autour de toi, aussi loin Oh, que... vraiment, fondamentalement, et tu vois, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est mettre un peu plus de conscience et d'amour dans nos Hum, vies. Je crois que tout ce que je fais revient d'une hum, manière ou d'une autre à ouais, un peu plus d'amour hum, parce qu'on en a besoin partout et que ce hum, soit, tu vois, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos familles, hum, on a besoin de plus d'amour. Et cet amour, il passe par la conscience, en fait, de hum, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on a envie de se dire, comment on est les uns avec les autres. hum, Qu'est-ce qu'on a envie de consommer, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter, tu vois. Donc, si j'ai envie de transmettre, et je crois que cet amour et cette conscience apportent tout le reste, c'est-à-dire après la confiance en soi, l'épanouissement, tu vois, oser des trucs, enfin, de tout le reste en hum, découle. hum, Euh, hum. et ni l'amour ni la conscience sont des gestes évidents. Ouais, Parce que c'est pas évident. Je ouais, le dis à la fin du miracle du réconfort, on a ouais, l'impression que c'est une tarte à la crème, l'amour, mais il n'y a rien de plus difficile que d'aimer, vraiment. c'est ça. Parce que c'est l'altérité, parce que ça demande de l'engagement, parce que ça demande de l'effort, de la réflexion. Mais quand on arrive à sentir ça à l'intérieur de soi, quand on arrive à le donner aux autres, quand on arrive à le partager, et quand on arrive à être conscient de ce geste-là, tout est possible. C'est Et ça. tous les systèmes sont modifiables, et tout est transformable, et tout est adaptable, et le reste, voilà. Et tu vois, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi, ce que je retiens aussi, alors le corps, tu vois, parle Mm. beaucoup, et ce qu'on retient, en fait, ben, c'est vraiment ton sourire, en fait, et qui est pas un sourire, en fait, tu vois, plaqué, qui est un sourire qui part du cœur. Et j'avais lu une phrase, je sais plus de qui, l'amour, c'est donner son bonheur à l'autre. Mais quand on offre un sourire, en fait, comme Bien ça, sûr. eh bien, en fait, on a envie de rentrer en relation avec toi. Et c'est une connexion qui se fait depuis un espace, en fait, du sourire à la vie et de ce bonheur-là. Et voilà, aimer, c'est donner son bonheur à l'autre. Et c'est c'est une traverse. Mais en tout cas, alors je sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est un sourire sincère. Mais tu sais, c'est parce que je crois que vraiment, et c'est amusant parce que c'est le thème de mon prochain livre auquel je commence à réfléchir. Je suis pas encore dans l'écriture, mais je suis déjà Mm, dans la réflexion qui s'est imposé, comme le réconfort d'ailleurs, comme le thème du réconfort mm, s'est imposé. Et mon prochain livre sera sur la puissance des liens, mm, la relation, tu vois. mm, Faire couple, faire famille, faire équipe, faire société. mm, Euh, faire avec l'autre en fait et faire avec soi-même, mais le lien. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui, tu vois. Je suis vraiment là aussi, tu vois. Finalement, la manière dont on écrit un sujet de livre est une forme de life call parce que, mm. tu vois, moi, je sais pas. Je peux parler de plein de trucs, donc, Ouais, tu vois, enfin, et j'ai jamais travaillé sur commande, donc on me laisse le champ libre, mais c'est un peu vertigineux parce que du coup, tu te dis, mais de quoi je, enfin. ouais. Alors moi, j'ai Parmi une la commande. somme de choses. Ah, vas-y, je t'en prie. J'attends avec impatience la suite des aventures de Pénélope. Elle arrivera, notre petite Pénélope. Notre petite Pénélope va bien à un moment ressurgir.
C'est Bon, certain que notre Pénélope va ressurgir. On l'a laissée dans une sacrée affaire. c'est ça. Donc, hein, j'espère que là, tu répondras, tu honoreras mon Une life commande. call de partir en voyage avec Pénélope au bout du monde. J'adore, j'adore. Et une dernière question pour toi. Si tu vois une femme là t'écoute, nous écoute et qu'elle sent en elle, tu vois cet appel, mais qu'elle ose pas. Qu'est-ce que Alors, je lui tu conseille justement de lire Le Voyage de Pénélope, qui, je crois, in fine, c'est donc un de mon premier roman, pas mon premier livre, mais mon premier roman, qui est vraiment un livre sur les life calls, en fait. C'est ça. Apprendre à quitter son port d'attache. Il faut Ouais, y aller. ouais. Euh, et ça ne veut pas dire que ce sera simple. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Ça ne veut pas dire que ce sera pas chaotique. Mais on se sera mis en mouvement. Et du mouvement naît le vivant. C'est ça. Du mouvement naît le vivant. Marie, je te remercie. Merci pour tout, Christine. C'était un plaisir, comme toujours.